Bonjour à tous. Merci à Jean-François Cabestan et Stéphanie de Courtois de m'accueillir aujourd'hui. Euh, donc, effectivement, au départ, on avait envisagé de parler du parc Boussard et on s'est dit qu'il était peut-être intéressant d'élargir à d'autres projets par rapport au type de rénovation, au type d'évolution des fontaines qui se trouvent dans ces sites. Donc, tout d'abord, le parc Boussard à Lardy, c'est un site qui est inscrit à l'inventaire MH en 1997, jardin remarquable en 2024. C'est un projet qui a été réalisé par Joseph Maras au début du XXe siècle, donc il va tout juste avoir 100 ans. Et le souhait de la ville de Lardy, c'était de faire une restauration fidèle au projet original. Voilà, je vous ai mis la liste de toute la maîtrise d'œuvre. Ensuite, on va parler du square de Francine à Versailles. On connaît bien les fontaines du château de Versailles, mais là, c'est un ancien abreuvoir qu'on appelle l'abreuvoir de Louis XIV, mais en fait qui a été réalisé en 1808, donc un petit peu plus tard, qui a été inscrit MH en 1934. Et l'idée, là, c'était d'effectuer une restauration de l'espace, mais avec un ajout de fontaines d'espace urbain. Et enfin, on va parler du parc de la Pépinière à Nancy, qui existe donc depuis le XVIIIe siècle, qui a été réalisé à côté de la place Stanislas, qui est un site inscrit également à l'inventaire des sites pittoresques. Et là, tout simplement, la ville a demandé de modifier, de changer complètement l'espace. Voilà. Donc, le parc Boussard, en fait, c'est un jardin hispano-mauresque qui a été créé par un particulier, un entrepreneur qui avait vécu longtemps au Maroc et qui avait décidé de faire un jardin. La décision était déjà venue en 1924 et suite à une visite à l'exposition des arts décoratifs à Paris en 1925, eh bien, il a décidé de faire appel à Amara et de créer ce jardin en pente. Donc, on, en fait, on peut voir, il y a une seule alimentation d'eau qui vient ici, dans cette petite vasque, qui réalise un petit jet. Et ensuite, tout redescend en gravitaire sur des escaliers, par l'intermédiaire de goulottes. On récupère dans un bassin et ensuite tout descend en gravitaire. Ce qu'il faut voir, c'est qu'à l'extrémité de ce parc, eh bien, il y a une route et de l'autre côté de la route, il y a le domaine et la maison d'habitation des Boussards. Donc, de la fenêtre de l'étage, ils avaient l'enfilade de leur jardin. Euh, tous les détails hydrauliques avaient été déjà dessinés en 1928 et 1929. C'était assez succinct, hein. On voit bien que ici, il y a une alimentation d'eau. On ne sait pas d'où ça vient. Donc, on ne sait pas si c'était une source ou si c'était l'alimentation par les réseaux d'adduction, puisqu'à l'époque, il y avait déjà quand même les réseaux d'adduction. Et ensuite, on voit des départs pour les alimentations, donc des petites cascades. Et c'est tout. Voilà. L'état 1930. Donc, le jardin d'eau l'eau n'est pas la partie la plus importante. Il y avait vraiment les colonnades et les pergolas et tout un ensemble d'allées art déco qui sont en béton. Il y a tout un mélange de matériaux, le béton, le grès pour les escaliers et puis les briques et la meulière pour non, pas les colonnes, pour les emmarchements des cascatelles. Là, on voit que les bassins sont en eau, mais le jet ne fonctionne pas. Le jet, il devrait être normalement ici et il ne fonctionne pas sur ces cartes postales.
En 1940, donc, il y a quelques cartes postales qui montrent le fonctionnement du jet unique qui alimente la totalité des éléments. On voit que ce jet est très fin, très haut, très sensible au vent. Et ici, sur cette photo, on voit le jet qui jaillit. Voilà, ça c'est le jet, il jaillit jusque-là. Depuis 1970 et jusqu'à la reprise de l'espace par la ville en 1987, les jardins sont progressivement abandonnés, envahis par la végétation, et il reste quelques espaces d'eau avec des nénuphars. Les budgets ne sont pas là, donc à la reprise de la ville, il a décidé une première réhabilitation et mise en circuit fermé. Donc, le fonctionnement de la fontaine est toujours simple, c'est-à-dire on a une alimentation d'eau en amont et ensuite on laisse faire la gravité. On laisse faire les éléments de goulotte. On installe une petite pompe immergée dans le bassin et tout ça fonctionne avec de l'électricité. Un petit bypass a été réalisé pour essayer d'alimenter avec un peu plus d'eau dans les bassins, mais on n'a pas vu fonctionner. Voilà. Donc, nous, on est intervenu en 2019 pour faire un diagnostic. Et effectivement, l'ajutage, le jet d'eau fin avait été recréé. Et le problème qu'on rencontre, c'est que ce jet d'eau est très sensible au vent et on voit qu'il éclabousse vraiment partout. Pendant la gestion et pendant l'exploitation donc de ce jardin, cet ajutage également est souvent démonté parce qu'il est vandalisé. Ça donne un jet un petit peu plus massif, mais on voit bien, là, on l'a remis en route juste pour le diagnostic. Il n'y avait pas du tout de vent et on voit l'emprise des éclaboussures. En fait, dans un jardin privé, c'est un peu comme à Versailles, le roi fait ouvrir ses fontaines en passant. Dans un jardin privé, on peut allumer la fontaine quand on a de la visite, quand il fait beau, quand on a envie d'aller dans le jardin. Donc, dans un jardin public, c'est un petit peu différent. Et la fontaine fonctionne tout le temps. Ce n'est pas tellement acceptable d'avoir toutes ces éclaboussures qui vont également détériorer la végétation qui est derrière. Les filets d'eau, parce que là, du coup, on voit le fonctionnement de ces petites cascatelles. Maintenant, puisqu'on les a prises en photo, donc on les a en couleur. Tout est décoré avec de la mosaïque, avec de la céramique. On voit les briques qui sont un peu ternies, mais surtout les goulottes en terre sont détériorées. Et ici, on voit ces trois cascatelles qui devraient être régulières. Il y en a une qui fonctionne bien, l'autre qui est un petit peu faiblarde au bout, et au centre, ben, il n'y a plus rien du tout. Ça s'écrase le long du mur. Donc, tout ça, c'était à réhabiliter. La réhabilitation en hydraulique, ça n'a pas été très compliqué parce qu'on repart sur le même principe. Un captage d'eau en aval, on amène de l'eau en amont et on laisse la nature faire. Simplement, on a dû retravailler sur l'équilibrage. Avec la céramiste, retravailler sur les céramiques, retravailler sur les goulottes, et puis également sur les niveaux altimétriques, étant donné qu'il y a des mouvements de terrain. Les mouvements de terrain, ça va entraîner des déséquilibres. Excusez-moi, je vais revenir un petit peu en arrière, notamment ici. Voilà, ici, c'est une résurgence. Et ces résurgences, si le niveau varie, eh bien, tout simplement, il n'y a pas le même débit qui va passer dans l'une ou l'autre de ces résurgences. Donc, on a dû retravailler là-dessus. C'était un travail artisanal. Ça, ce n'est pas un travail d'entreprise très complexe. Mais donc, on a proposé une réhabilitation également du jet d'eau. Et pour arriver à ce que le jet d'eau n'éclabousse plus, il faut malheureusement réduire la hauteur du jet. Si on a une vase qui fait 2 mètres, ben le jet ne doit pas dépasser 1 mètre. Et encore, quand il y a du vent, ça va bouger. Donc, on a créé un ajutage qui a été fixé dans la céramique, qui n'est plus vandalisable,
puisqu'il est scellé, enfin dévissable, et un jet un petit peu plus gros. L'effet n'est plus tout à fait le même, puisqu'on n'a pas ce jet qui monte à 2,50 m, 3 mètres, voire 4 mètres. On a un jet qui monte à peu près à 1 mètre, mais finalement, étant donné qu'il est plus volumineux, plus blanc, eh bien, d'en bas, on le voit également. Voilà. Les installations sont très simples, donc faciles à entretenir. C'était un petit peu l'objectif du projet. Et là, on voit tout l'ensemble des cascatelles qui sont de nouveau équilibrées. Les céramiques ont été recréées, les briques ont été nettoyées et le parc est reparti pour un petit moment avec un minimum d'entretien. Et dans l'esprit complet, à part la forme de l'ajutage, c'est vraiment le parc tel qu'il fonctionnait à sa création. Voilà. Nous allons passer à Versailles. Donc, à Versailles, on a travaillé sur un abreuvoir qui a été alimenté par les étangs Gobert. Cet abreuvoir est dit abreuvoir Louis XIV. Et finalement, on s'est rendu compte qu'il a été conçu, il a été réalisé en 1808. Les étangs Gobert avaient été réalisés à l'époque Louis XIV, par contre, pour alimenter les effets d'eau du jardin bas de Versailles. Donc, ils n'ont pas été créés pour alimenter cet abreuvoir. Il y a eu un plan réalisé, donc en 1808 à peu près, qui propose de construire un mur qui va permettre de cacher l'espace au niveau des étangs et créer un immense abreuvoir à chevaux en dessous. Donc, l'eau est captée au niveau des étangs et elle arrive au niveau du schéma dans un dégueuloir, dans un dégorgeoir qui va alimenter ce fameux abreuvoir. Si on regarde la réalisation, il était prévu au départ un mascaron et en fait, l'ouvrage qui a été réalisé comporte une cascade et 2 mascarons sur les côtés. La date de réalisation est bien 1808, donc voilà, plan projet sans doute et pas plan de réalisation. Ça, on nous l'a souvent appris en formation au JHPP que se méfier des documents, ce ne sont pas forcément des plans d'exécution, mais ce sont souvent ça peut être des plans projets. Voilà. Au début du XXe, l'abreuvoir est toujours existant, toujours en eau. L'espace est très, très minéral, toujours alimenté donc, par le dispositif des étangs. Au milieu du XXe, eh bien, on a décidé de créer un bassin circulaire alimenté avec de l'eau, pas d'effet d'eau spécifique, les enfants qui peuvent mettre leur petit bateau, enfin la fontaine, le bassin traditionnel. Ce bassin a été rapidement dégradé et s'est avéré fuyard. Donc, la place avait été aménagée quand même avec bassin, espace de bac à sable, espace de jeu. Ça, c'était vraiment dans les années 50, 57. On voit sur la vue aérienne, donc le bassin tel qu'il reste une fois que tous les jeux ont été détruits et enlevés. En 2015, donc, on nous a appelés pour réaliser l'aménagement de cette place. En fait, c'était dans la continuité de l'aménagement des étangs Gobert par Michel Desvignes, donc, qui a fait tout un projet paysager. Et il restait encore cet espace qui est dans la continuité de ce projet, mais qui a été géré par la ville. Donc, c'est directement la ville de Versailles qui nous a contactés avec un projet de fontaine sèche, de réhabilitation de la fontaine murale et qui a demandé de réfléchir à ça. Donc, ils ont été maîtres d'ouvrage, mais également maîtres d'œuvre sur ce projet. Donc, voilà le projet qui a été conçu. Retrouver
le parc de jeux, l'espace urbain, oui, l'espace urbain avec, donc des jeux, un labyrinthe et une fontaine sèche au centre. Donc, pour la fontaine sèche, nous avons proposé des jets de deux types, des jets droits, des jets à veine pleine, et des jets d'aspersion qui permettaient de rafraîchir l'espace parce que, on le voit sur cette place qui était très minérale dès le départ, il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas d'ombre. Voilà, donc un système avec une grande réserve d'eau au centre. Cette réserve d'eau, eh bien, toute l'eau qui va couler sur le cercle, sur l'esplanade d'eau, va s'écouler vers le centre, va s'engouffrer dans une bouche qui va servir également de trou d'homme pour accéder au dispositif de pompage. 3 systèmes de dégrillage, la grille sur le dessus, un panier, et ensuite les pompes sont elles-mêmes installées dans des paniers dégrilleurs. Donc, une bâche largement dimensionnée pour pouvoir accueillir aussi l'eau de pluie, puisqu'on a pas mal d'eau de pluie qui peut tomber, et qui fonctionne très simplement, donc avec un recyclage sur des nourrices qui permettent de faire fonctionner des jets sans vanne de réglage, c'est-à-dire au niveau de la maintenance, on met en route, les jets jaillissent et on n'a pas besoin de régler. Une autre pompe va alimenter des réservoirs un petit peu plus sophistiqués qu'on a installés derrière de manière à recréer une alimentation pseudo-gravitaire sur la fontaine murale. Voilà, donc ici, on retrouve cette restauration de fontaine murale avec les deux mascarons et le déversoir. On voit ici des éclaboussures. Malheureusement, l'espace, la fontaine était déjà restaurée à l'époque des étangs Gobert et ce sont tout simplement les petits caillebotis en dessous qui font que l'eau éclabousse et éclabousse sur l'ensemble de la place. Voilà. Le labyrinthe et la fontaine sèche. Quand on la voit sur les côtés, on a l'impression qu'elle est complètement aléatoire. Les jets fonctionnent de manière aléatoire sur plusieurs circuits, mais on a conservé une vue depuis l'avenue de Sceaux jusqu'à la fontaine sans jet. Donc, selon comment on tourne autour de la fontaine, on voit cette perspective vers la fontaine murale et de l'autre côté, les jets jaillissants. Si je pars sur la... On va changer complètement de région. Oui, on va à Nancy, donc la pépinière royale qui a été créée qui a été conçue en 1779. C'est quelque chose d'assez original. C'est une pépinière qui a été achetée sur les fonds propres du roi et de la ville et qui a été conçue de manière à être ouverte au public dès le départ. Donc, ici, on voit d'ailleurs sur cette vue un espace central en parterre, mais on voit beaucoup de gens qui se promènent. À partir de 1863, le parterre central est transformé en bassin, un bassin alimenté par le canal de la Meuse, puis par le trop-plein d'une fontaine qui est sur la place Stanislas. On ne voit pas, il y a un jet dans cette fontaine, mais c'est la première étape. On voit que le bassin est à l'accès direct du public. 1890, donc on voit le bassin avec différents jets et on constate qu'une barrière a été posée en 1881 pour limiter les risques de noyade. Parce que, évidemment, les enfants sont attirés. Donc, le jet, il monte à plusieurs mètres. C'est un signal, c'est un point d'appel. La fontaine donc est un atout important, devient un atout important du parc. En 1964, ce bassin est complètement restructuré, il est reconstruit et des jets moussants y sont installés. Donc là, on voit qu'il y a 10 jets d'eau qui jaillissent à 12 mètres et 6 mètres pour un bassin ovale de 38 mètres par 22 mètres.
on va voir que en 2020, on s'est rendu compte que les 10 mètres et 12 mètres, en fait, c'est un petit peu plus. Le bassin n'a pas changé. Les jets montent très, très haut. Et eh bien, ici, on voit les gens se faire asperger, baignade interdite, danger de noyade, risque d'électrocution. Pourquoi? Tout simplement parce que les pompes immergées qui produisent ces jets d'eau sont au milieu du bassin. Alors, pendant l'été, il y a de l'eau, on ne les voit pas, on voit que les jets. Et dès qu'on arrête la fontaine, pour l'hivernage ou pour des événements festifs, 2 fois par an, eh bien, on voit ça, on démonte les pompes. C'est pas très, très qualitatif. Le côté attractif pour le public perd un petit peu son intérêt. Donc, là, la commune a décidé de supprimer ce bassin historique. Ce bassin, donc, on a proposé une fontaine sèche. C'est pareil, on a travaillé directement avec la mairie, architecte de la mairie qui a décidé de faire la maîtrise d'œuvre. On a conservé un axe d'appel avec des jets très hauts et tout autour des petits jets qui jaillissent et qui dansent. Voilà. Pour créer ça, seul moyen, créer une grosse réserve d'eau mais qui devient invisible pour créer des jets moussants qui ne sont pas dangereux, dans lesquels on ne va pas être blessé par la force du jet. On a créé un bassin invisible sous la place. Voilà. Une fois que c'était terminé, donc on voit dans l'axe de l'allée toujours quand même un signal d'appel des jets moussants et tout autour, ces petits jets en 6 circuits qui dansent et un espace de brumisation pour tenir compte du fait que le changement climatique oblige. Et puis dans la région ouest, il fait souvent très chaud l'été. Voilà. Et là, on voit que le public est séduit par les différentes ambiances. Alors, pour résumer, 3 projets, 3 parties pris. Une restauration fidèle, une restauration d'un ouvrage avec ajout d'une fontaine moderne et un remplacement complet d'un ouvrage déjà modifié plusieurs fois. Donc, chaque cas de restauration, en fait, est unique selon l'interprétation de l'aspect patrimonial, de ce qu'on veut garder ou pas. Et les points sensibles, difficultés rencontrées, déjà, ce sont les prises de décision patrimoniales. Ça a été très, très difficile de faire accepter, par exemple, à Nancy, la disparition du bassin originel. L'aspect donc psychologique et la réaction du public, toute la communication. Également, travailler sur la nature des matériaux de remplacement. Quand on travaille sur une fontaine patrimoniale, il y a des matériaux qui sont spécifiques, qui sont fragiles, comme les goulottes, par exemple, mais qui peuvent aussi être du plomb ou des matériaux qui ne vont plus être utilisés actuellement. Donc, il faut arriver à gérer un petit peu tout ça. Incorporer les éléments dans les structures sans dégradation de ce qui est existant. Et puis, surtout, adapter la technologie et les effets d'eau à l'œuvre qui est en question. Donc, 2-3 petits exemples de ce qui peut se faire en voulant mettre beaucoup d'eau partout. Ajaccio, la fontaine du premier consul, au départ, était une fontaine avec 4 alimentations d'eau qui étaient destinées à puiser de l'eau tout simplement. C'était une fontaine nourricière. On a mis des jets dans début du fin 19e, début 20e, toujours plus haut. Le résultat, c'est que la statue du premier consul a eu les pieds dans l'eau et elle a dû être entièrement rénovée. Actuellement, c'est une statue, c'est un facsimilé qui est installé. Également, les petits jets au départ des lions se sont transformés en lames d'eau qui ont complètement détruit les petites pattes des lions qui étaient en dessous. Donc, c'est pareil, réhabilitation des projets. À Courthézon, une cascade a été tellement végétalisée que le poids a complètement détruit les structures et cette végétation s'est fossilisée, en fait, s'est pétrifiée
Et du coup, on ne pouvait plus faire fonctionner la fontaine parce que l'eau sort du bassin. Le bassin est trop petit. Donc, on doit retravailler là-dessus. Un autre exemple à Sèvres, vous avez une fontaine avec une sculpture avec les jets qui vont vers la structure. Cette fontaine, pareil en pierre, est dégradée. Elle a été restaurée et le moyen, tout simplement, on a fait partir les jets dans l'autre sens, de l'intérieur vers l'extérieur. Donc voilà, chaque cas est vraiment différent, il faut adapter et surtout, beaucoup d'eau dans une structure ancienne, c'était peut-être pas prévu. Alors, on fait également de la création de fontaines, du coup, puisqu'on a ajouté d'autres éléments. Actuellement, il y a deux tendances principales, des fontaines sèches scénographiques avec des géos et dynamiques, parce qu'on veut que ça se voit, on veut que ce soit magnifique. On a l'avantage aussi que quand la fontaine s'arrête, il y a plus de... l'espace est restitué pour le public. On a également l'avantage qu'un bassin enterré a une inertie thermique plus importante qu'un bassin extérieur. Donc, avec le changement climatique, c'est quelque chose qui est intéressant. Voilà, ça, c'est une des tendances. Et la deuxième tendance, ce sont les bassins naturels à créer au centre des villes. 3 éléments requis. Il faut un apport d'eau, une alimentation électrique, un exutoire pour les vidanges et les trop-pleins, avec tout ce qu'on peut trouver comme procédé pour essayer de récupérer de l'eau de la manière la plus vertueuse possible. C'est en train de prendre beaucoup d'essor. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que même si on fait un bassin naturel, quoi qu'on fasse dans une ville, on amène de l'eau, on la met en scène, et c'est comme au théâtre, comme au cinéma. Pour que ce soit naturel, il faut de l'artifice. Et cet artifice, c'est de la technologie. Voilà. Donc, démarche, analyse du site et des contraintes, choix des types de fontaines en fonction du lieu, analyse des besoins, conception technique concertée, de plus en plus très important de ne pas travailler tout seul, de travailler en équipe. Et puis, intégration de la maintenance dès les premières étapes et l'anticipation de la gestion. On voit les dysfonctionnements qui peuvent arriver, essentiellement des débordements, parce que les jets sont trop proches des bordures, parce que les systèmes d'engouffrement ne sont pas suffisants. Le bruit, qui est un facteur important aussi. Les gens ne supportent plus le bruit le soir. Donc, tout simplement, on peut adopter des systèmes avec, on met des programmes légers à certaines heures. C'est ce qui se passe à la fontaine Square des Francines. Certaines heures, les jets sont très bas. Et puis, la gestion donc des feuilles et des flottants, de tout ce qui peut colmater les circuits. Voilà. Bon, vous avez... J'en ai terminé. Je vous remercie. Je voudrais d'abord remercier Catherine parce que c'est la première fois qu'elle faisait une intervention un peu scientifique comme ça. Merci beaucoup Catherine d'avoir joué le jeu et d'avoir partagé avec nous ton métier, tes questions. Est-ce que vous voulez lui adresser des questions? Peut-être présentez-vous. Bonjour, je m'appelle Noé, je suis étudiant en histoire de l'architecture à Paris 1. Moi, j'ai une question, par exemple, sur l'intervention à Versailles. Pourquoi avoir pourquoi avoir choisi une fontaine sèche qui finalement va un peu à l'encontre de l'histoire du lieu? Pourquoi ne pas avoir, par exemple, choisi un bassin qui aurait plus évoqué l'abreuvoir qui était à l'origine? Et est-ce que cette question finalement de l'avenir de ces infrastructures, est-ce qu'elle se pose? Parce que moi, j'ai la vision de la fontaine sèche qui est un truc un peu à la mode, qui plaît beaucoup, et peut-être que ça fait aussi partie d'une décision politique de faire quelque chose qui va plaire, mais c'est quelque chose qui est à la mode, et donc peut-être, potentiellement, c'est quelque chose qui un jour ne sera plus à la mode. Alors, les fontaines sèches, une des premières fontaines sèches, c'est celle du parc Citroën à Paris, qui fonctionne toujours. Donc, c'est quelque chose qui fonctionne bien, la fontaine sèche. Et 2015, ça fait quand même 30 ans après. Donc, voilà, ce n'était pas quelque chose de tout nouveau. C'est quelque chose qui est devenu à la mode pour des tas de raisons pratiques, pour des raisons d'espace également. Et en fait, c'est pas le fontainier. Moi, je suis artisan, en fait. Je transforme le souhait des maîtres d'ouvrage, des maîtres d'œuvre, des architectes, des paysagistes en quelque chose qui va être réalisé, qui va fonctionner. Mais notre côté artistique, c'est parfois d'orienter certaines choses. Mais là, il y avait un désir, il y avait un choix dès le départ de créer une fontaine sèche.
pour le rafraîchissement également. Un bassin un bassin qui n'est pas forcément très bien entretenu, un bassin qui ne va pas avoir un système de recyclage régulier, eh bien, la qualité de l'eau va pas forcément être très belle. On peut avoir aussi les éléments structurants des effets d'eau qui sont visibles dans les bassins, puisque pour que le jet sorte de l'eau, il faut que l'ajoutage sorte de l'eau. Et ça, on peut estimer aussi que parfois c'est dangereux quand on met un bassin au niveau du public. Donc, les éléments de choix ne sont pas de mon ressort, mais on peut les comprendre. Une fontaine sèche, c'est une sécurité et c'est un rafraîchissement dans une place qui est complètement minérale. Complètement, il n'y a pas un seul arbre, il n'y a pas d'ombre du tout sur cette place. Pour réagir, est-ce que justement vous avez participé au choix de l'aménagement paysager autour, enfin des plantes choisies, Non, et de ne pas avoir non, mis non, d'arbres? non, non, pas du tout. D'accord. Ça, c'est la ville de Versailles qui a choisi. Nous avons essayé d'adapter, justement, de faire des jets un petit peu d'aspersion pour amener un peu de plus de fraîcheur, mais non. Voilà, Merci. désolée. Bonjour, Florence Babix, architecte du patrimoine. L'abreuvoir, s'était matérialisé, ça servait pour des animaux, on buvait quelque part, il y avait un bassin, j'ai pas bien compris. Alors, c'était le bassin. Alors, on n'a pas de Mais- photo. Il y a une photo qui est plus visible, mais qui ne passe pas du tout sur l'écran, qui passerait pas du tout. Voilà, le bassin est ici. Et là, il est encore en eau. C'était effectivement un abreuvoir pour chevaux. Donc, d'où la cascade également qui pouvait amener un volume important d'eau et les deux petits mascarons qui pouvaient permettre de remplir un seau ou quelque chose. Il était rond, c'est ça? Il était circulaire? Il Il était était a quoi? priori circulaire. Oui, il était circulaire, on le voit sur les plans. Hein. Il y avait une pente comme à Marly pour que les chevaux puissent descendre, j'imagine, non? Ben ça, je pense qu'il était vraiment. Ouais. Attendez, sur le plan, on a vraiment l'accès direct au pavé, en fait. Hein. C'était vraiment un abreuvoir urbain. Les pavés devaient être effectivement profilés pour que les animaux puissent venir boire. Il faisait une trentaine de mètres de diamètre quand même. Ah oui, ça sacré morceau. Oui, oui, oui. Oui, bonjour. Je Bonjour. m'appelle Jules Valentin Boucher, architecte et enseignant à Versailles en histoire. Je réagis juste, c'était pas du tout central dans votre présentation, mais à la fin, vous avez parlé de l'aspect sonore des fontaines. Oui. Et il se trouve que je travaille, moi, en ce moment, sur le rôle de masque acoustique des fontaines qui peuvent servir à masquer le bruit, par exemple, du trafic urbain. Donc, est-ce que vous avez travaillé sur cet aspect-là, c'est-à-dire pas la nuisance du bruit de la fontaine, mais au contraire, le bruit de la fontaine pouvant masquer les bruits urbains indésirables? Alors, on n'a pas vraiment travaillé dessus, mais en fait, quand on fait fonctionner des jets d'eau en plein jour, effectivement, le bruit de l'eau masque le bruit de la circulation. Là où ça pose problème, c'est quand il n'y a pas de circulation. Dans ce cas-là, c'est le bruit de l'eau qui domine. Et dans certaines places, par exemple, je pense à la cité Trévise à Paris, où il y a une petite fontaine qui est vraiment une fontaine traditionnelle, avec quelques petits jets, eh bien, les riverains, quand on la mettait en route, elle s'arrête à 8 heures ou même peut-être à 6 heures maintenant, parce que les riverains ne supportaient plus ce bruit de l'eau. Ça devenait... voilà. Donc, en fait, quand on crée une fontaine, la fontaine que je vous ai montrée dans les exemples par rapport au silence, ce qu'on ne voit pas, cette fontaine est à Vitrolles, ce qu'on ne voit pas, c'est un ancien bassin et qui est créé dans une zone d'immeubles. Ici, ce sont des immeubles. La plupart des riverains ont très mal vécu l'arrivée de cette fontaine. Ça voulait dire des enfants qui jouent et le bruit de l'eau. C'est pour ça que la commune a décidé de faire fonctionner à certaines heures seulement, de manière à ne pas gêner les riverains. Dès qu'il y a quelque chose de neuf, en fait, même si ce bruit, on s'y habitue, vous habitez dans une vallée où il y a une cascade, vous arrivez dans cette vallée, on l'entend, c'est omniprésent. Au bout de 2 jours, on ne l'entend plus. Mais on vous met quelque chose d'artificiel
automatiquement, c'est perçu différemment. Donc, effectivement, après, il faut gérer par rapport aux heures de fonctionnement et au programme également. On peut avoir des programmes. Là, on a un programme staccato, ça jaillit dans tous les sens, l'eau claque en retombant, et on peut avoir des mouvements avec des variateurs beaucoup plus doux qui font que ça va atténuer le bruit de l'eau. Mais effectivement, le bruit, on en tient compte dans la conception. Oui. Bonjour, Delphine de Bio, paysagiste. Je voulais vous interpeller sur la question de la restauration parce que la question du volume d'eau, pour moi, fait partie d'un élément paysager qui devrait être vraiment considéré comme central. Je pense au jet d'eau de l'Ardi. Alors, je sais que ce n'est pas vous forcément qui avez fait les choix et je trouve que le travail est très beau. Je me demandais si vous, à un moment donné, vous aviez pesé la balance de minéraliser les abords du bassin pour ne pas dégrader la végétation et garder un signal équivalent à celui que Joseph Marast avait conçu, ou si tout de suite vous aviez décidé de ne pas éclabousser en fait. Voilà, c'est une question. Les éclaboussures posaient problème. Également, un petit jet fin. En fait, quand on a le même volume d'eau qui passe, si on met un jet plus gros, on va avoir un jet qui va monter moins haut, mais qui va laisser passer plus de matière en suspension. Un petit jet très fin va se boucher plus facilement, surtout quand on a, comme à l'Ardi, des bassins avec des nénuphars. Étant donné qu'on a de la végétation dans les bassins, on ne peut pas se permettre d'avoir un traitement d'eau, on n'a pas de filtration, il n'y a rien du tout. C'est vraiment une rénovation à l'identique. Donc, le jet très fin ne fonctionne pas en permanence. Il doit être régulièrement démonté pour être débouché. Et puis, il y a ce problème de vandalisme. Il était un jet très fin qui jaillit en hauteur, eh bien, il était déplacé par le public. Vraiment, c'était la notion de public, en fait, entre un jardin privé et un jardin public où les gens pouvaient se plaindre également d'être mouillés en passant, en faisant le tour. Et justement, maintenant qu'on rafraîchit Oui. les éléments qui éclatent, c'est un paradoxe aujourd'hui. Mais c'était plutôt la question de, on ne le perçoit pas assez, je trouve, quand on fait de la restauration, Ouais. de restaurer exactement. Dans leur ampleur, tels qu'ils ont été dessinés et pensés à une époque. Oui. Ah oui, oui. Je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, au moment on a proposé plusieurs types de jets. Et c'est la mairie et la maîtrise d'œuvre, la maîtrise d'ouvrage qui ont tranché sur ce type de jet. Il a été fait plusieurs essais avec des types de jets différents, très fins et plus hauts, et puis celui-là. Voilà. Le côté vandalisme a aussi beaucoup compté. Question? Oui. Oui, merci. On apprend plein de choses, donc c'est très intéressant. Donc Sophie Desca, enseignante à l'école d'architecture de Paris-La Villette. En fait, j'ai eu aussi une autre casquette et patrimoniale, et donc je vais commencer à essayer de défendre une grande fontaine des années 50 à Lourdes, donc dans une ville dans les Hautes-Pyrénées. Et en fait, la fontaine a été enterrée déjà. Et pour des raisons dites écologiques, c'est-à-dire parce que ça consomme trop d'eau. Et en fait, bon, là, je vois les arguments que je peux avoir, puisque vous évoquez beaucoup cette question quand même euh, d'essayer voilà, d'apporter de l'eau, mais d'une manière. Et cet argument-là écologique, vous l'avez rencontré dans vos. Énormément, Oui, énormément. En fait, la consommation d'eau est très importante. Quand on voit le projet qui a été fait sur Nancy, on voit l'esplanade d'eau et la concentration des jets. Le problème, c'est que souvent, quelqu'un qui veut créer une fontaine va faire des jets qui vont jaillir assez haut, mais ne va pas se rendre compte que quand il y a du vent, il y a énormément de pertes d'eau par dispersion.
Et du coup, le seul moyen, c'est de créer des effets d'eau qui sont en adéquation avec la taille du récepteur. Et quand on a un bassin, c'est quelque chose qui est immense. Si on veut faire un jet de 10 mètres, il faut faire un bassin qui fait au moins 20 à 30 mètres. Parce qu'on va considérer un jet de 10 mètres, il faut un minimum un rayon de 10 mètres. Et quand il y a vraiment des gros coups de vent, eh bien, ça part beaucoup plus loin de toute façon. Donc, créer une structure de 30 mètres maintenant dans un espace urbain, ce n'est pas évident. Créer une esplanade avec une pente qui va récupérer l'eau tout doucement, eh bien, il y a plus de frontières entre la partie bassin et la partie espace public. Oui, mais là, ça se comprend parce qu'en effet, après, en plus, il y a un usage récréatif qui fait que c'est accepté, en fait, je pense, dans ces fontaines sèches. C'est aussi intéressant. Mais c'est vrai que dans la problématique de remettre en route une fontaine, on va dire, patrimoniale, dont on n'a pas vraiment conscience qu'elle est patrimoniale parce qu'elle est récente. Donc, voilà, Et ce 1950. sont des jets ou il y a des Alors, et en effet, structures il y a des, voilà, c'est un peu comme à l'hardy, mais sauf que il n'y a pas de gravité. Donc, c'est une série de jets dans une sorte de grande série de bassins à la persane. Et c'est vrai que c'est plutôt, on va dire, pour l'agrément esthétique. Et cette question de rafraîchir, éventuellement, ça peut être un argument. Mais c'est vrai que là, c'était, voilà, on va économiser l'eau, mais je pense que c'est juste voilà, un argument qui arrive comme ça, en fait. Et donc, c'est pour ça que, mais là, je m'étais renseignée sur les circuits fermés, mais en fait, c'est pas forcément évident. Là, je le comprends pour l'hardy, puisque du coup, on peut accepter enfin, cette couleur un peu verte de l'eau, en fait, puisqu'il y a il y a des, comment dire, oui, c'est ça, il y a des nénuphars, il y a des plantes, en fait. Mais là aussi, en milieu très urbain, bon, là, la fontaine, elle avait son petit carrelage bleu. Voilà. Et donc, les gens veulent avoir l'impression que c'est propre aussi. Hein, donc Elles ça, sont traitées, hein, ouais. les deux fontaines, Pas l'hardy. Ouais. Ouais. l'hardy n'est pas du tout Bah oui, traité. forcément. Francine, ce sont des produits qui sont mis directement dans la bâche pour rendre l'eau quand même, c'est un peu chloré. Hein. Et sur Nancy, on a créé un local avec un dispositif style piscine quand même et du brome. C'est traité au brome parce que normalement, un espace comme ça, si c'était un jeu aquatique, il faudrait l'ARS, il faudrait des contrôles réguliers de la qualité de l'eau. Donc, on est obligé de mettre des petits panneaux, interdiction de se baigner, interdiction d'aller dans l'eau. Donc, c'est un petit peu contradictoire. On donne quelque chose au public, mais on leur dit attention, il ne faut pas y aller. Voilà. Donc, ceci dit, il y a ce traitement qui existe et qui est réalisé. Qui est réalisé effectivement pour avoir une qualité d'eau correcte. Donc, c'est filtré et il y a un traitement en brome qui n'empêche pas un traitement de choc au chlore si jamais il y a détérioration brutale. Mais oui, on ne peut pas Mais recycler. si c'est un circuit ouvert, il y a Un moins circuit besoin. ouvert, on ne peut pas traiter de la même manière. Oui, Mais un de toute façon, circuit il y a pas fermé, besoin. on est obligé de traiter d'une manière ou d'une autre. Ouais. Merci. Philippe Delio, Alep, paysagiste, qui va vous suivre. Comment vous avez réussi à alimenter, si vous avez réussi, l'eau des fontaines pour remplir la bâche avec de l'eau brute? Ou est-ce que c'est de l'eau potable? Tout est en eau potable. Alors, il y a des fontaines. On a réalisé des fontaines en eau brute. C'est ponctuel. On a pas mal de projets, effectivement, qui sont en eau brute. On a des projets aussi. À Dole en Bretagne, on a fait une fontaine sèche associée à un canalet qui descend du parvis en eau de récupération des eaux de toiture. Uniquement, il n'y a pas du tout d'alimentation en eau potable. Donc, c'est pour ça que chaque cas est vraiment particulier. On tient compte des contraintes. Au Thor, dans le Luberon, on a détourné une petite rivière pour faire des effets d'eau. Le jardin du Las, c'est une source qui retourne ensuite dans le milieu naturel et dans les noues. Donc là, dans ces cas-là, c'est de l'eau potable. Mais on peut tout à fait envisager d'utiliser de l'eau brute, de l'eau de récupération. Alors, ça nécessite des autorisations.
Ça nécessite aussi, il y a des contraintes, parce que si on récupère de l'eau de toiture alors que les gens vont démousser, on va entraîner une pollution. Donc, il y a des contraintes administratives qui sont beaucoup plus importantes dès qu'on veut utiliser de l'eau qui n'est pas de l'eau potable. Ceci dit, dès que l'eau potable va avoir été stockée dans un bassin, elle est par définition plus potable. Donc, le but, c'est de limiter les pertes, de raisonner l'utilisation. Bonjour, je suis chargée de projet au bureau de l'eau dans la ville, à la direction de l'eau et de l'assainissement en Seine-Saint-Denis. Et donc oui, en effet, j'avais envie de vous poser une question sur la qualité de l'eau et sur les ressources en eau. Donc vous avez quand même répondu et nous, on travaille sur mettre l'eau en valeur en ville, mais à partir d'eau non potable. Donc, en particulier, on travaille sur un projet au parc de la Bergère où on fait un projet de jeu d'eau, donc ludique, où on met en valeur l'eau et en scène par des artifices. Vous aviez parlé d'artifices technologiques. Nous, on va essayer d'utiliser des artifices low-tech. Donc, à l'aide de machines à aube qui seraient mobilisées par les enfants, des jeux d'eau. Donc, en effet, tout ce que vous avez dit par rapport à l'entretien, ça pose question. Donc, on va voir. On a été beaucoup en échange avec l'ARS, notamment pour la réutilisation de ces eaux pluviales, parce que ça serait vraiment que des eaux pluviales en circuit fermé, avec un premier remplissage d'un bassin central par l'eau du canal de l'Ourcq, qui est juste à proximité. Donc, on est quand même, on suit beaucoup sur la qualité de l'eau. Et voilà, donc, bon, c'est intéressant d'entendre votre témoignage parce que quand même, en tout cas, on voit que dans votre métier, vous rencontrez au quotidien des problématiques de ressources en eau. Qui est du coup l'eau non potable l'utilisation de l'eau potable, c'est important, et notamment on participe aussi à un appel à manifestation d'intérêt sur l'eau non conventionnelle piloté par l'ARS, CEREMA et l'Adriat. Donc on va voir si notre projet bref, on va voir si la qualité de l'eau sera assez pour des jeux d'eau, des manipulations avec les enfants. Mais quand on parle de technologie, ce n'est pas forcément de la technologie électrique. Hein. Voilà, des norias, des jardins. Oui, c'est le principe des énergies grises. Hein. Il y a l'énergie qu'on voit et puis celle qu'on ne voit pas. Non, merci pour la présentation. Donc, Antoine Bruggerot, l'architecte. On travaille de plus en plus sur ces systèmes de récupération d'eau pluviale, si possible gravitaire. Et donc, ce que je me posais comme question, j'ai vu des projets où on incluait dans le projet des réservoirs d'eau pluviale pour alimenter fontaines et arrosage d'un espace public. C'est ce qu'on essaie de développer le plus possible. Et je me posais la question de comment mesurer la perte en eau liée à l'évaporation, qui peut être un élément de rafraîchissement qu'on utilise de plus en plus dans les régions un peu chaudes. Comment, en fait, c'est simplement des mises à niveau avec des systèmes de... Comment vous réglez tout ça? Est-ce qu'on a des moyens de mesurer cette perte en eau Alors, on la mesure avec des compteurs divisionnaires. Voilà. Sur Paris, par exemple, je me suis occupée des entretiens des fontaines de Paris. Voilà. Elles étaient alimentées au départ dans les parcs par de l'eau brute et il y avait énormément de pertes d'eau. On a mis sur les fontaines en 2 ans des compteurs divisionnaires. Rien que le contrôle, il y a eu une économie de 30%. Alors, l'évaporation sur un plan d'eau, on peut à peu près l'estimer à un nombre de centimètres jour en fonction des paramètres de température, de vent et d'humidité de l'air. Donc ça, on peut estimer ça. Par contre, ce qui est plus difficile à estimer, c'est la perte par dispersion et les pertes par évaporation quand on a une retombée pour une fontaine sèche, par exemple. Mais en général, une fontaine, on va dire que au niveau de la maintenance, on peut voir
en une saison, en 4 saisons, en une année, c'est là qu'on va voir comment vit cette fontaine, comment elle s'entretient, de ce dont elle a besoin. Les fontaines, par exemple, du Palais Royal, il y en a 2 absolument identiques. Je les ai entretenues pendant 20 ans à peu près. Et, chose bizarre, il y en a une qui consommait plus d'eau que l'autre. Et surtout, il y en a une qui s'entartrait, les pompes s'entartraient 2 fois plus vite que l'autre. Elles sont la même conception, la même alimentation d'eau. Alors, en réfléchissant, je n'ai pas la preuve exacte, mais je me suis dit, il y en a une qui est sous les arbres. La végétation, ça a tendance à augmenter le pH de l'eau, à favoriser aussi donc peut-être l'entartrement. De l'autre côté, c'était côté taxi. Alors, avec l'acidité, peut-être que l'eau était plus acide du fait de l'environnement. Et à ce moment-là, ça équilibrait, mais il n'y a pas de réponse formelle. Ça, c'est une hypothèse. Mais elles sont à combien? Elles sont à 50 mètres l'une de l'autre, hein, peut-être. Et elles réagissent complètement différemment. Donc, c'est une année complète de maintenance pour voir comment vit une fontaine. J'ai une question de la salle qui me demande si dans les fontaines historiques, on peut dire par exemple pour l'Hardy, est-ce que ce qui est caché, les tuyaux par exemple, est-ce qu'on remet des tuyaux avec des matériaux anciens ou est-ce qu'on cède est-ce qu'on met des matériaux tout à fait contemporains, du plastique, des choses comme ça, dans ce qui ne se voit pas? Eh ben, tout ce qui ne se voit pas, c'est en PEHD. On évite PEHD, c'est le trop. polyéthylène, c'est les tuyaux souples. Voilà. Le PVC, on a toujours évité parce que c'est cassant. Le parc Citroën a été fait en PVC. Il y a beaucoup de choses qui ont cassé, qu'on a dû refaire. Donc, nous, on est partisans soit de l'inox, pour tout ce qui est inaccessible sous bassin, par exemple, même si on ne le voit pas, en inox. Mais tout ce qui est enterré, c'est du PEHD. Ce sont des matériaux simples. Parce que les matériaux d'époque, c'était quand même de la fonte et du plomb. Donc, encore des étanchéités au plomb, ça se voit encore, on le fait encore au niveau patrimonial, mais passer des canalisations au plomb, ça passerait pas trop. Voilà. Et les canalisations en terre cuite également, qui sont trop fragiles.